Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Paula Tangandji, ministre de l'administration territoriale, demande dans deux correspondances aux directeurs généraux de deux opérateurs de téléphonie mobile de procéder sans tarder à la clôture des comptes Mobile Money et Orange Money ainsi qu'au gel des fonds de l'association, je le cite, illégale dénommée Survie Cameroun Survival Initiative, en vue de la collecte de l'épargne publique prétendument destinée à la lutte contre le Covid-19 sans l'autorisation préalable du MINAT. Face à ce que Maître Yondo Black qualifie d'acharnement irresponsable contre le professeur Maurice Kamto, l'avocat au barreau du Cameroun et ancien bâtonnier de l'ordre, oppose le fait qu'aucun texte de loi de la République n'interdit aux citoyens de s'organiser pour faire face à une mort certaine qui les guette. Ils ont le droit d'œuvrer, poursuit Maître Yondo Black, d'œuvrer pour leur survie. Aucune loi ne saurait les en empêcher. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée, pas plus, par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Opération Survie Cameroun Survival Initiative, le MINAT veut geler les comptes. Pour en parler, nous sommes à Douala avec, sur le plateau, Maître Roland Diewou. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox TV et je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de votre rentrée, Monsieur Otou, même si vous avez été déjà là en début de semaine hier. Voilà, merci. Nous attendons le représentant du RDPC, il faut rappeler, c'est un secret polichinelle, Maître Roland Diewou, c'est le MRC et les alliés. Voilà. Exactement, c'est le MRC et les alliés, parce qu'il faut toujours rappeler que la résistance au Cameroun aujourd'hui est le fait, non pas seulement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est certes la locomotive centrale, mais aussi de ses alliés que sont le mouvement Agir, conduit par le conseiller Christian Penda Ekoka. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui se reconnaissent dans ce mouvement de la résistance. Je veux parler d'une association comme les Enfants de la Révolution, du rappeur bien connu, j'ai nommé le général Valsero. Donc c'est cette coalition-là qui, depuis le 7 octobre, et même un peu avant, conduit la résistance pacifique pour l'avènement d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun de liberté pour la renaissance nationale. Voilà, c'est compris, Maître Roland Diewou du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les alliés sur ce plateau. Nous attendons encore le représentant du RDPC en la personne de Maître Julius Achou. Nous allons donc dire bonjour également à Axel Ebé qui nous attend du côté de Yaoundé. Bonsoir Axel. Axel Ebé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, parfait. Alors, bonsoir à votre invité de ce soir. Ouais. Pendant que le deuxième arrive, évidemment bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, Axel Ebé du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Pour planter le décor, la thèse, il faut qu'il défende son projet. La thèse, c'est vous qui allez... Est-ce que vous avez l'impression, Maître Roland Diewou, qu'il y a une espèce d'acharnement face à ces multiples correspondances? C'est deux correspondances de trop aux directeurs généraux MTN et Orange? Mais Monsieur Otou, vous voyez comme moi que l'acharnement brille de mille feux de la part d'un ministre qui a probablement décidé de se charger d'un portefeuille en particulier, qui est peut-être désormais le portefeuille
de gérer le MRC, peut-être. Parce que on ne comprend pas que nous puissions être dans une situation comme celle que traverse le Cameroun et d'autres pays dans le monde, fait de cette crise sanitaire, cette pandémie, cette épidémie qui nous frappe, et que un ministre de la République, en plus par ailleurs chargé de la protection civile, s'illustre davantage par des actes qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on ne peut pas vraiment comprendre, en tout cas du point de vue de la rationalité. On se serait attendu à ce que ce ministre-là dise aux Camerounais quelle est la stratégie qu'il entend déployer dans le cadre des attributions de son ministère, notamment en termes de protection civile, pour que justement la stratégie globale du gouvernement puisse mieux s'emporter. Mais que non, qu'est-ce qu'on voit à la place? On voit l'acharnement de ce même ministre, non même pas sur les initiatives qui pourraient, selon la logique de ce ministre-là, être en contrariété avec cette fameuse loi de 1983 qu'on est allé exhumer pour les besoins de la cause, mais parmi ces initiatives-là, une en particulier, celle dont l'initiateur a été le professeur Maurice Kamto, le président élu. On a vraiment, et c'est aujourd'hui tout à fait visible par tout le monde, même ceux qui ne sont pas très avertis de la scène politique, qu'il y a comme une sorte d'acharnement, et cela ne grandit pas le gouvernement, cela ne grandit pas l'idée de la République, de la chose publique, de la res publica. Cela ne grandit pas non plus l'image que nous projetons, non seulement vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi à ceux qui observent, qui regardent comment le Cameroun fonctionne. Vous voyez bien que partout ailleurs, on a prêché par le consensus. On a essayé de trouver le plus possible les ponts, et pas des murs, les ponts pour que les différents segments de la société, notamment politique, puissent trouver ensemble les meilleurs moyens de venir à bout de cette pandémie. Mais au Cameroun, on observe par contre qu'il y a un ministre en particulier qui retrouve son latin et retrouve sa plume presque exclusivement lorsqu'il faut s'acharner, lorsqu'il faut attaquer, lorsqu'il faut jeter comme ça à la vindicte populaire les initiatives qui sont soit menées par le professeur Maurice Kamto, soit par le MRC ou à leur initiative. Cela est quelque peu préoccupant. Et avant de peut-être rentrer dans une discussion de ces derniers faits d'actualité de ce ministre-là, on aurait vraiment aimé s'en passer. Il faut quand même dire que sur le plan moral, ça devrait interpeller l'essentiel d'entre nous. Avant de revenir dans les discussions qui peuvent être d'ordre juridique, la posture morale devrait pouvoir être quand même questionnée, surtout lorsqu'il s'agit de la posture d'un responsable public. Je ne sais pas si le mot ministre a changé de définition entre-temps, mais je crois savoir que le mot ministre veut dire serviteur. Et ce sont nos confrères, nos compatriotes anglophones ou d'expression anglaise qui traduit souvent mieux cette idée de civil servant, c'est-à-dire celui qui est au service du public. Et donc, si le ministre qui est un serviteur se retrouve à se comporter d'une manière acharnée, alors qu'on ne verra pas vraiment dans sa démarche acharnée la recherche du bien-être commun, on se demande de qui est-ce qu'il est finalement le serviteur. Est-ce qu'il est le serviteur de son propre ego? Est-ce qu'il est le serviteur de son propre orgueil? Est-ce qu'il est le serviteur de son propre pouvoir, entre guillemets? Peut-être qu'il s'est enivré de ce pouvoir-là à la fin. De toutes les manières, je crois qu'il a cessé d'être un ministre pour être peut-être à la place du tyran, un tyran. Parce qu'on ne comprend pas que effectivement il y ait autant
autant de débauche d'énergie pour quelque chose qui finalement ne recherche que le bien, l'intérêt de nos concitoyens. Axel Ebé, depuis Yaoundé, est-ce qu'il y a aussi eu une de vos élus, Nouran Fotsing, qui s'est jeté dans une autre opération, on va le dire comme ça, toujours pour collecter des fonds en vue de venir en aide aux populations par rapport à cette pandémie. Mais on n'entend pas beaucoup parler du marteau du ministre de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est conformée? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je disais déjà, lorsque vous dites qu'on n'entend pas beaucoup parler du ministre de ce côté-là, je vous trouve un peu gentil parce que l'honorable Nouran Fotsing a également reçu des remerciements de la part du MINAT et même de la part du ministre du Travail. Qu'allait-il chercher là? Je ne sais pas très bien, mais Grégoire Ouna, le ministre, s'est également permis d'adresser, d'avoir une adresse à son endroit afin de lui demander justement de revoir sa copie dans ce sens-là. Mais bon, en fait, j'ai entendu des choses très intéressantes de la part de Maître Djéou. Maître Djéou, oui. C'est vrai qu'en temps de guerre, je pense parce que nous sommes dans une guerre sanitaire, je pense qu'il est vraiment important que chacun puisse prendre ses responsabilités pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça ne vaut peut-être pas grand-chose à l'échelle d'un État, mais chacun doit pouvoir se donner les moyens d'entrer dans cette lutte pour justement remporter la bataille. Maintenant, pour revenir sur cette guerre lancée par, je sais d'ailleurs pas lancée par qui, entre la guerre entre le gouvernement et le MRC, du moins l'association. Vous pensez que c'est un acharnement, Axel Ebé? C'est un acharnement? Je ne sais pas s'il y a un acharnement, mais j'aimerais quand même que dans le camp du gouvernement, qu'il y ait le même son de cloche. Parce que je commence à me poser pas mal de questions. Déjà, il y a eu leur patron, le président de la République, qui a fait une sortie lors de l'élection traitant le MRC de petit parti. Et je suis assez surpris de voir qu'aujourd'hui, les membres de son équipe gouvernementale passent autant de temps à gérer donc le cas d'un petit parti. Bon, quand ce n'est pas le MINAT qui publie un courrier qui se retrouve, je ne sais trop comment, sur les réseaux sociaux, c'est le ministre Grégoire Ouna qui poste des tweets, on va même jusqu'au professeur Famed Nongo qui met tout son art et sa science au service d'une attaque un peu puérile à mon sens, parce qu'il a quand même rédigé plus d'une dizaine de pages, d'ailleurs de très très grande qualité, c'est dire si n'est pas professeur en sémiologie qui veut, mais qui peut. Mais j'aurais aimé voir son talent dans des études scientifiques plutôt que dans une petite guéguerre, parce que pendant ce temps, les Camerounais meurent. Pendant ce temps, les Camerounais sont contaminés par le coronavirus, et je pense qu'il y a urgence. Donc je crois que pour une fois, d'ailleurs ce sera sans doute pas la première fois dans l'histoire de notre nation, mais probablement dans l'histoire de notre génération, pour une fois il nous faut nous réunir, il faut vraiment une unité, une solidarité nationale pour pouvoir vaincre cette pandémie. Parce qu'elle ne s'attaque pas à des RDPcistes, à des MRCistes, à des PCRnistes ou à des SDFistes, mais elle s'attaque bien aux Camerounais. Pire encore, elle s'attaque à l'espèce humaine. Donc c'est une guerre à l'échelle mondiale où tous les humains doivent être du même côté. Je pense que dans les deux camps, il faut vraiment revenir à de meilleurs sentiments. Et bon, j'espère qu'on va bien se rendre compte que ce qui a sauvé là, c'est l'espèce humaine, et pas un parti ou un gouvernement et autres. Ok. Mendiou, oui. Voilà, Mendiou, revenons sur... parce que le ministre utilise, depuis que cette affaire a commencé, des termes, on va commencer, il insiste sur une association illégale, dénommée Survie Cameroun. Illégale.
une association illégale. Alors, est-ce que vous avez fait le nécessaire pour être à la page de ce côté-là, avec l'AT? Je crois que le MINAT s'est empressé d'aller un peu vite en besogne. Lui, il parle de l'association Survie Cameroun, en lui accolant le substantif illégal. Nous, on parle de l'initiative Survie Cameroun. Et c'est vraiment là toute la différence. Une association est une personne morale, un regroupement de personnes. Une initiative, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais peut-être convoquer une image que beaucoup d'entre nous connaissons. Si M. Otou décide d'aller dans son village et que je lui dise, y allant, est-ce que tu peux ramener un présent que je souhaitais offrir à ma mère qui elle aussi est au village? Est-ce que vous pouvez me l'emporter avec vous? Est-ce que M. Otou et moi avons créé une association? Je crois que non. Mais M. Otou peut parfaitement m'aider à conduire ce cadeau à la personne que je vise, sans être une société de transfert de colis, sans être même une société de transfert d'argent d'ailleurs, puisqu'il peut s'agir de l'argent. Et M. Otou n'ira jamais demander une autorisation pour pouvoir recevoir cette somme que j'entends remettre à ma mère. Ça, c'est premier niveau. Je prends un autre cas. S'il se trouve que son village a été sinistré et qu'il décide, même sans nous dire, d'aller là-bas apporter une assistance, qu'est-ce qui empêche que d'autres personnes, au lieu d'avoir à se déplacer elles-mêmes, disent à M. Otou, ok, comme tu y vas, emporte avec toi nos dons pour faire face à ce sinistre. Est-ce que M. Otou serait en train d'appeler à la générosité de ceux qui se sentent concernés par la tragédie? Il n'a appelé personne en fait. C'est chacun qui s'est senti conscient de ce qu'il pouvait faire et a trouvé en lui le canal par lequel il pouvait passer pour apporter son assistance. Je prends ces deux figures pour vous dire qu'on tape sur du vent en fait. Il n'y a pas eu en quelque sorte une organisation dont l'objectif serait d'appeler les Camerounais à lui donner de l'argent en vue de faire ci ou de faire ça. Le fait que cela s'appelle initiative veut dire que un citoyen camerounais, un leader d'opinion, a appelé ses concitoyens à un sursaut de conscience et a proposé, ou d'ailleurs s'est proposé, de coordonner éventuellement la réalisation de cet objectif commun. C'est donc pour ça qu'en droit on parlera de sui generis. Oui. Ce n'est pas une notion qui existe à la base. Et donc quand on va chercher dans le droit des associations, c'est un peu faire fausse route de notre point de vue. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème parce que à ce moment-là, le principe de la nécessité fait que on ne se préoccupe pas d'abord de savoir quelle est la forme. On ne se préoccupe pas d'abord de savoir si c'est une association déclarée avec récépissé. Non. Monsieur Otou ne va pas commencer par se dire, est-ce que je suis une entreprise ou une association qui peut recevoir des dons pour aller les remettre au village? Il dit, ok, j'ai de la place dans mon véhicule. D'accord, mettez et j'irai. Maintenant, si la démarche était une autre, si la démarche consistait pour Monsieur Otou à aller de porte en porte ou de bureau en bureau voir ses collègues pour leur dire, bon, écoutez, moi j'ai envie de faire telle ou telle chose. Remettez-moi vos dons et j'irai. Il serait en train de solliciter. Vous voyez la démarche? Quand vous allez vers des gens, vous sollicitez leur générosité. Dans le cas d'espèce, vous avez parfaitement vu que personne n'est jamais venu toquer à votre porte, Monsieur Otou, pour vous demander de contribuer à l'initiative Survie Cameroun Survivor. Non, c'est chacun qui se dit, ok, bon, je pense que je peux apporter 1000 francs. Je fais ça comment? On lui dit, ok, si vous pensez que vous avez 1000 francs à apporter,
voici le canal par lequel vous pouvez mettre dans la cagnotte votre contribution. Voilà. Si vous êtes à l'étranger, voici les moyens de paiement disponibles pour ça. Mais personne ne vient vous dire agissez ou n'agissez pas. C'est vraiment sur une base libre et volontaire. Voilà. Et justement, le président du Management Committee SCSI, Christian Pédé-Coquin, il dit, pour corroborer à ce que vous dites, l'initiative, pour donner le nom, l'initiative de solidarité populaire et non partisane. Tout à fait. Le ministre lui parle d'association illégale. C'est pour ça que je vous dis que le ministre sait seul de quoi il parle. Mais là, en plus, il ne fait pas seulement cette première erreur. Il fait une deuxième erreur. Parce que, supposons maintenant qu'il s'agissait d'une association illégale. D'abord, je rappelle que le régime des associations au Cameroun, c'est la déclaration. Et la loi n'a jamais dit qu'une association non déclarée n'est pas une association. Oui. Ou en tout cas, pour sortir des débats trop techniques, disons que tant qu'une association n'a pas été déclarée, elle ne peut pas rester en justice. Donc, elle ne peut pas avoir juridiquement la personnalité, ou la personnalité légale, ou la personnalité juridique, ou la personnalité morale, pour être plus exact. Mais nous savons tous que dans nos chaumières fonctionnent des associations non déclarées. Les tontines, les regroupements communautaires, très souvent, la plupart du temps, sont des regroupements de type associatif, mais de type associatif informel, qui n'ont pas, généralement, de récépissé de déclaration. Tant que le besoin d'ester en justice et de revendiquer la qualité d'association ne se pose pas, techniquement, il n'y a pas de problème. Il peut s'avérer cependant que les membres se soupçonnent, par exemple, d'abus de confiance, ce qui serait le cas dans ce cas-là d'une infraction pénale. À partir de ce moment-là, elles n'iront pas rester en justice en tant qu'association. Elles poursuivront les auteurs éventuels de distraction de leurs fonds mis en commun au titre du droit pénal, de la responsabilité pénale, notamment pour abus de confiance. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque les associations ont des litiges, vous verrez le président et parfois le trésorier être poursuivis. Oui. Simplement parce que les membres de l'association, puisqu'elle était encore informelle, considèrent qu'ils ont donné leur argent à monsieur tel. Et donc, qui a pu loger cet argent-là, même dans son compte à lui. Okay. Dans un compte Orange Money, dans un compte MTN Mobile Money, dans un compte bancaire. Donc, venir maintenant dire, nous interdisons telle association, c'est comme la décision qu'a pris son prédécesseur au début de la crise anglophone, d'interdire le consortium. Le consortium, là aussi, n'a pas d'existence juridique en tant que tel. Donc, on a interdit quelque chose qui n'existe pas du point de vue légal. Donc, il faut bien rappeler que le ministre se trompe lorsqu'il parle d'association, même s'il ajoute illégal dessus. Il ne s'agit pas d'une association. Il s'agit d'une initiative. Voilà. Et l'initiative est, nous le précisons encore une fois, transpartisane. L'idée, c'était de dire, c'est certes un homme politique bien connu qui en a été à la base, mais il lance l'initiative en se démarquant des structures officielles connues comme étant celles d'un parti politique pour que justement cela puisse être transpartisan, pour bien souligner le fait que nous sommes dans le cadre d'une initiative humanitaire. Okay. Pas comme on a vu, je crois aujourd'hui même, une théâtralisation de dons prétendus du chef de l'État, où on voit des slogans du genre du jamais vu. C'est-à-dire que, et je crois que c'est le même ministre d'ailleurs de l'administration territoriale qui est à la manœuvre dans les images que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux avant d'entrer dans votre studio. Il semble que c'est la répartition ou c'est le démarrage solennel, le lancement solennel de la répartition du supposé don. Je dis du supposé don parce que, vous savez, du supposé don de M. Biya aux différents arrondissements. Là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une opération transpartisane, puisque tout est fait pour faire un culte d'ailleurs de la personnalité à celui qui aurait fait ce don-là, alors qu'en même temps, à côté,
l'initiative du gouvernement n'a pas encore montré ses premiers pas. Ok. Axel Ebé. Oui, Axel Ebé, il y a l'initiative de solidarité populaire non partisane du MRC et des alliés. Survie Cameroun, Survival Initiative. Il y a l'initiative de l'élu Nouran Fotsing. À côté, bien avant cela, il y a le Fonds spécial de solidarité. Est-ce que pour certains, vous ne venez pas faire concurrence, c'est le mot, au Fonds spécial du chef de l'État? Bon, déjà, je tiens à rappeler qu'il y a également l'initiative du camarade Olivier Atimbo, Oui. du PCRN, qui est candidat dans le Cantos, et à la mairie à Télim, et qui est toujours en cours. D'ailleurs, toutes les initiatives sont toujours en cours. Bon, alors, je pense que on ne doit pas parler de concurrence dans un moment comme celui-ci. Je crois juste qu'il doit y avoir effectivement des initiatives, des levées de fonds, des associations qui se lèvent, que ce soit des associations ou des initiatives qui se lèvent pour pouvoir contrecarrer le fléau de la meilleure des manières possibles. Alors c'est vrai, je peux comprendre que le gouvernement essaye de prendre cela en charge, parce que c'est quand même une guerre assez sensible. Vous savez comment le coronavirus se transmet. Donc peut-être qu'on pourrait penser que le gouvernement, qui est donc garant de notre santé, de notre sécurité, tout ce que vous pouvez imaginer, sécurité financière, comme santé, enfin sécurité sanitaire donc, peut-être qu'on pourrait penser qu'ils veulent, centraliser tout ça pour justement mieux prendre ses responsabilités. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas dans une concurrence. Je crois que c'est le président Kapa Libi du PCRM qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il a dit l'un n'est plus à la parole facile. Il est vraiment temps de prendre chacun ses responsabilités. On prend les responsabilités chacun à sa manière. Il y a un livre qui a le vent en poupe en ce moment, c'est La peste d'Albert Camus, où à la fin du livre, qui parle d'ailleurs d'une pandémie mondiale, à la fin du livre, les deux protagonistes se demandent comment est-ce que on peut restaurer la paix sociale après une pandémie. Le résultat, du moins, la réponse est évidente, c'est la solidarité en fait. C'est-à-dire que c'est vivre ensemble, c'est en fait pouvoir aider son prochain du mieux qu'on peut. Et je crois que la plupart des initiatives qui vont dans ce sens-là, moi je pense qu'elles peuvent être à saluer. Maintenant, attention, il faut quand même savoir que nous avons affaire à un ministre de l'administration territoriale qui a ses informations, qui enquête, qui a tout un ministère et pas mal d'agents autour de lui. Donc il faut également prêter attention à ce qu'il fait et se poser les bonnes questions. Peut-être lui accorder un minimum de crédit, le laisser faire ses enquêtes. Je ne sais pas trop pourquoi il voudrait arrêter l'initiative dont on parle aujourd'hui. Mais bon, comme il a d'ailleurs voulu arrêter l'initiative de l'honorable Fotsing, qui a d'ailleurs entraîné une correspondance de sa part à l'endroit du ministre, et même qu'il a poussé à aller rencontrer le ministre de la Santé également. Donc oui, bon, je pense que il a sans doute ses raisons. Et bon, tout ce que je réclame vraiment, c'est que j'appelle aux deux camps à plus de responsabilité, qu'on se retrouve vraiment et qu'on se rend compte que le mal est parmi nous, en fait. Je crois qu'on est déjà à plus de 1000 cas dans le Cameroun. Chaque jour, j'entends qu'il y a 80 cas de plus, et je crois que ces cas sont sous-estimés parce qu'on les détermine en fonction de ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire en fonction des tests qui sont peu nombreux. Ce n'est pas spécifique au Cameroun, c'est le cas dans le monde entier. Mais quand on sait que la contamination de ce virus c'est 1 pour 2, ça veut dire que si tu as un contaminé, tu en as probablement 2 autres. Donc si on vous dit que chaque jour il y a 50 ou 100 de plus, ça veut dire qu'on est à 100, 150 de plus chaque jour. Donc, je veux dire, la situation est tellement grave que peut-être que tous les partis doivent se rencontrer pour voir comment on génère une solidarité nationale autour du moins contre ce virus.
Parce que je pense que si on regarde les pays qui nous inspirent, ou du moins les pays qui sont autour de nous, qui sont un peu plus avancés que nous, quand on voit en France, on n'entend plus l'opposition parler ou critiquer le gouvernement, on n'entend pas le gouvernement critiquer l'opposition. Il faut vraiment une solidarité nationale en ce moment, parce que les morts, eux, ils sont bien réels. La maladie, elle est bien réelle. Donc, il n'y a pas de spéculation à avoir là-dessus. Il faut vraiment qu'on se réunisse tous. C'est dans ce sens-là que le président Cabral avait pesé de tout son poids pour pouvoir rencontrer le Premier ministre, qui a d'ailleurs accordé une entrevue à tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons déposé des propositions, plus de 80 propositions. Certaines d'entre elles ont été retenues. Les plus importantes ne sont pas encore à l'ordre du jour parce que ce sont des mesures d'accompagnement. Parce que j'espère qu'on va en parler, mais il y a une crise qui se profile, c'est-à-dire, je crois qu'on est déjà en plein dedans, une crise économique. Donc il faudra voir comment parer à tout ça, plutôt que de rentrer dans des disputes puériles. Ok. Mandio, vous voulez réagir avant que je ne revienne au texte du ministre? Non, je suis tout à fait, je suis globalement d'accord avec Axel Ebé. Je voulais juste simplement faire observer une chose, c'est que l'Occident n'est pas forcément l'exemple à suivre, parce que, contrairement à ce qu'il a dit, si on ne prend que le cas de la France, là-bas, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est un opposant bien connu, le président de la France insoumise, avant même que le premier ministre français, Édouard Philippe, ne présente son plan de déconfinement, avait déjà commencé à critiquer ce plan de déconfinement-là. Oui. Donc, et quand je dis même ça, à Madagascar, l'opposant éternel. Tout à fait, l'ancien président. Tout à fait, l'ancien président. Il est contre la trouvaille. Oui. Ça me rappelle Il demande d'être prudent. Personne ne peut être d'ailleurs contre le principe de précaution, le principe de prudence. Oui. Donc, vous voyez, on est là dans le champ des idées et du débat public. Ça me rappelle une citation d'un Camerounais qui m'a intéressé cette semaine. Il s'appelle Yann Gouet. Il disait, dans le gouvernement, je le cite pas exactement, mais je vais paraphraser, dans le gouvernement, je dirais dans la gouvernance, le consensus, c'est la solution. Mais dans le débat d'idées et le débat public, ce consensus-là est plutôt le problème. Je vais m'essayer à peut-être une petite explication pour dire que lorsqu'on est en situation de gouvernement, lorsqu'on est un décideur, la meilleure manière de gouverner précisément, c'est de faire appel au consensus. Parce que justement, quand vous avez impliqué ceux pour qui vous prenez les décisions dans le processus, ils sont d'autant plus prêts à vous accompagner, à prêter leur concours à vos décisions parce qu'ils se sentent impliqués. Mais si on parle du débat d'idées, précisément, s'il n'y a pas la liberté de débattre, comment est-ce qu'on fait pour rechercher le meilleur tout le temps? Donc, le consensus doit être trouvé dans l'action. C'est donc au gouvernement de créer les conditions pour que son action puisse être une action la plus consensuelle possible. Mais le même gouvernement a intérêt, de mon point de vue, à garantir que les idées puissent s'exprimer, et même les idées divergentes. Parce que c'est parce que les idées s'expriment qu'on peut se rendre compte, à un moment donné, que peut-être on fait fausse route. Quand il y a consensus sur les idées, on se retrouve dans l'unanimisme. Et l'unanimisme n'est jamais bon. D'ailleurs, on ne peut pas parler de consensus lorsqu'il y a unanimisme, parce que finalement, on ne concilie que ce qui se ressemble. Or, ce serait finalement ne rien concilier. Donc, je veux dire que nous sommes dans une situation effectivement critique. Au niveau des initiatives et des actions, ce que nous reprochons au gouvernement, c'est de n'avoir pas justement créé les conditions du consensus, de la concertation. Et en plus de cela, ce gouvernement qui, à son habitude, ne supporte pas toujours la pensée contraire, s'acharne, en plus de ne pas être consensuel sur les actions, s'acharne à combattre les idées et les opinions qui peuvent lui apparaître comme des opinions contraires. Voilà. C'est d'autant plus visible qu'on est allé exhumer
faut que je le rappelle aux téléspectateurs. Non, pourquoi exhumer? Exhumer parce que la fameuse loi 83. La fameuse loi sur l'appel à la générosité publique date quand même de 1983. Oui. Et nous savons bien qu'en 1983, au Cameroun, nous étions encore sous le régime du parti unique. Et donc, c'est Montesquieu qui parlait de l'esprit des lois. S'il y a un esprit à cette loi ou à ces lois d'avant l'ère des libertés de 1990, c'est bien l'esprit de la répression. C'est bien l'esprit, pas seulement de la répression, mais surtout de la pensée unique. Parce qu'on savait déjà qu'il y avait les lois sur la subversion, les lois qui restreignaient l'exercice des partis politiques pour finir par n'en autoriser qu'un seul, le parti unique. Ouais. On avait aussi une loi sur les associations qui ne permettait pas tout à fait la liberté d'association. Les syndicats ont connu les mêmes problèmes. Donc, vous voyez bien que le contexte était marqué précisément par la pensée unique et l'unanimisme. Et c'est donc une loi de cette époque-là qu'on est allé nous sortir, simplement parce que du point de vue du gouvernement, il faut qu'il y ait action unique, initiative unique, comme on aurait dit parti unique, pour essayer de torpiller toute autre initiative qui pourrait finalement, peut-être, et c'est peut-être là où on peut les comprendre, exposer à la face des concitoyens les insuffisances, et là je reste poli, les insuffisances de la stratégie gouvernementale. Pourtant, il gagnerait ce gouvernement plutôt à se corriger et non pas simplement à vouloir peindre les tombeaux en blanc. Ok. Axel Ebé, pour les Survie Cameroun et Survival Initiative, on va le dire comme ça, de motivation principale, il y a le silence du chef de l'État, et aussi et surtout le fait qu'ils évoquent la faiblesse des moyens annoncés par le gouvernement. Pour vous, au PCRN, c'est-à-dire vos élus qui ont décidé de J'étais aussi dans ce genre d'initiative. Qu'est-ce qui a été à l'origine la motivation? Déjà, si on veut parler du silence de la non-intervention du président de la République, vous disait tantôt que dans le document qu'on a déposé au Premier ministère, nous avions 80 mesures et nous avons proposé 80 mesures et notamment on a eu 2-3 requêtes dont la demande, en fait, la requête d'une adresse à la nation du président de la République pour avoir au moins une mesure symbolique pour avoir la sensation que le chef est avec sa population. Donc, effectivement, ce silence nous inquiète, ou du moins nous déçoit un peu. Bon, maintenant, sur les motivations, je pense que les motivations sont évidentes. La pandémie est réelle, comme je le disais tantôt. Il ne s'agit pas d'un mauvais rêve. Donc, pour nous, ça a juste été évident de s'organiser du mieux qu'on pouvait. Vous avez parlé des initiatives de Nouran, il y a eu les initiatives d'Olivia Timbob, il y a eu également l'honorable Biba dans la Sanada maritime, il y a eu nos maires qui se sont déployés. Je pense que c'est évident de faire preuve de solidarité dans des moments comme ceux que nous vivons actuellement. Et puis bien sûr, comme je le disais tantôt, il y a une crise économique qui se profile. Nous sommes déjà presque en plein dedans parce que ce coronavirus est venu nous trouver dans une crise du pétrole où, je tiens quand même à le préciser, il y a à peu près une semaine, nous nous sommes retrouvés dans une situation inédite pour notre génération où le baril du pétrole est passé en dessous de zéro. On a atteint les moins $40. Donc je pense que la situation est extrêmement grave et je crois que pour un parti politique comme le PCRN qui tend à diriger la nation, il fallait évidemment faire preuve de solidarité. Il fallait évidemment être proche des Camerounais. On le dit tout le temps. Pour nous, c'est l'humain au centre des priorités. Donc, ça tombe sous le sens. Il fallait juste avoir un comportement humain dans ce genre de situation. Ok. Maintenant. Oui, allez-y, Axel. Est-ce qu'on peut vraiment parler de faiblesse de l'État?
En fait, Non, il parle de la faiblesse des moyens par rapport à l'enveloppe. Quand on regarde ce que les voisins et les autres, ce qui se fait autour de nous, ils évoquent la faiblesse des moyens mis à leur disposition par rapport à ce Covid. La faiblesse de l'enveloppe. Oui, on va revenir à Arcel. Revenons sur les termes utilisés par le ministre de l'administration territoriale. Il parle de, je vais le lire, le début. Il dit: j'ai l'honneur de vous demander de procéder sans tarder à la clôture du compte ouvert par l'association illégale dénommée Survie Cameroun Survival en vue de la collecte de l'épargne publique prétendument destinée à la lutte contre le Covid-19 sans l'autorisation préalable du MINAD. Prétendument destiné. Pourquoi ce voile de soupçon? Alors, nous sommes dans la gouvernance du soupçon, justement. J'aime rappeler que nos camarades, nos alliés, nos leaders ont séjourné pendant plus de 9 mois en prison sur la base de soupçons de faits d'hostilité contre la patrie, de rébellion, etc. Donc, nous sommes effectivement dans la politique du soupçon, mais j'aimerais quand même, puisqu'on colle quand même au contexte, dire que il y a dans la zone CEMAC des règles qui répriment précisément ce que monsieur le ministre veut viser ou voudrait viser quand il parle de prétendument destiné à la lutte contre le coronavirus. Ça sous-entend. Et quand on regarde quand on regarde l'agitation sur les réseaux sociaux, on se dit peut-être que ce sont des personnes à cette solde-là qui manipulent dans ce sens pour dire que peut-être que le MRC collecterait de l'argent pour financer une activité terroriste, etc. J'aimerais donc dire que dans l'espace CEMAC, il y a un corpus juridique destiné précisément à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est un règlement CEMAC du reste. Mais malheureusement pour monsieur le ministre, malheureusement pour lui, même dans ce cas-là, s'il y a soupçon de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, il ne revient pas au MINAT de faire ou de bloquer et bloquer les comptes, non, clôturer les comptes ou geler les avoirs. Non. C'est l'établissement assujetti. Et les établissements assujettis tels qu'ils sont visés par les articles 6 et 7 de ce règlement COBAC là, sont les établissements de crédit, les banques, ou les établissements de paiement. C'est aux établissements assujettis de faire ce qu'on appelle la déclaration de soupçon. Mais la déclaration de soupçon se fait à qui? Ce n'est pas au MINAT, c'est à la NIF, à l'Agence nationale d'investigation financière. Et c'est la NIF qui investigue. C'est pas le MINAT. D'ailleurs, il y a une curiosité que j'aimerais partager avec vous, monsieur Otto. Regardez les ampliataires de la correspondance ou des deux correspondances de monsieur le MINAT. Pardon. Il a choisi d'amplier sa correspondance au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, au ministre d'État, ministre de la Justice, au secrétaire général des services du Premier ministre, au ministère de la Défense, je ne sais jamais pourquoi, au secrétaire d'État à la Défense, probablement en charge de la gendarmerie, à la délégation générale à la Sûreté nationale, à la délégation générale des renseignements extérieurs. À aucun moment, il n'a fait ampliation à ce qui est convenu d'appeler, selon le droit bancaire, l'autorité monétaire. C'est-à-dire la tutelle de tous ces établissements de paiement, qui est le ministre des Finances, précisément. Vous voyez, on est un peu dans une sorte d'amateurisme, et je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à faire cet amateurisme-là. Donc, dans le cas même où il s'agirait de soupçons de blanchiment d'argent, je rappelle que ce sont des infractions pénales, et donc, en matière pénale, il n'y a pas de présomption de culpabilité. Vous ne pouvez pas simplement soupçonner les gens de vouloir financer le terrorisme alors qu'ils n'ont posé aucun acte dans ce sens-là. Si on avait surpris un conteneur de l'initiative Survie Cameroun Survivor, annoncé comme prétendument contenir des gels ou des masques, et qu'à l'intérieur on a des armes, à ce moment-là, évidemment, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une activité dangereuse, susceptible de laisser peser des soupçons de terrorisme. Mais là, non. Et on n'est même pas encore à une phase comme celle-là, que monsieur le ministre a déjà des soupçons.
Et même s'il avait donc ces soupçons, et même si ces soupçons étaient fondés, je rappelle dans les points de droit qui disent que il ne reviendra pas à lui, ministre de l'administration territoriale, mais à l'Agence nationale d'investigation financière d'instruire une enquête à ce sujet. Elle dispose, cette agence-là, d'un certain nombre de moyens, effectivement, qu'elle peut mettre en œuvre pour faire son travail. Je crois savoir que si la NIF jusqu'ici ne s'est pas prononcé sur cette question, c'est bien parce qu'il ne lui a pas semblé que cela sortait de l'ordinaire. Oui. J'ajoute donc que, et c'est une remarque que je veux faire, c'est que vous avez donc des investisseurs qui viennent dans votre pays et qui se lancent dans des activités comme celle-ci, d'ailleurs de forte technologie. Et vous devez subir en tant qu'investisseur la pression d'un membre du gouvernement qui s'avère être une pression peut-être illégale, peut-être une sorte d'abus de pouvoir. Vous pensez vraiment que c'est une manœuvre qui peut encourager les investisseurs à venir investir au Cameroun? Quand ils voient qu'au Cameroun, on peut recevoir un courrier du MINAT qui s'immisce dans une affaire bancaire, alors que vraiment, de presque tous les points de vue, il n'a rien à y voir. Et je rappelle que les dispositions qui régissent le droit bancaire au Cameroun sont issues pour l'essentiel de règlements CEMAC. Et donc, en vertu du principe que tous les juristes connaissent, celui de la hiérarchie des normes juridiques, même si ça devait concerner ces règles-là, elles sont supérieures. La hiérarchie des normes juridiques, ces règles-là sont supérieures, notamment à la loi de 90, sur les partis politiques, par exemple, ou même à celle de 83 qu'on a évoquée sur l'appel à la générosité publique pour dire que il faut se conformer que lorsqu'on s'adresse à des acteurs du secteur bancaire, suivant les prescriptions contenues dans la réglementation en la matière. Ok, Axel Ebé, rapidement en quelques secondes, on parlait de la faiblesse des moyens annoncés par le gouvernement, une des motivations de ceux qui sont à l'origine de l'initiative Cameroun Survival. Est-ce que c'est la même motivation pour vous, PCR? L'une des motivations, on va le dire. De toute façon, je pense que personne que l'État dans ce genre de situation, mais nous tenons juste à jouer notre rôle, à jouer notre partition, et j'espère que on le fait du mieux qu'on peut. Du moins, j'espère qu'on a pu aider quelques personnes. Si que ce soit l'initiative de Madame Noura, ou l'initiative de Monsieur Atimbok, ou l'initiative de l'honorable Pipa ou de l'honorable... Ok, on va revenir à Axel Ebé après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Mouffelé. Bonsoir Cédric. Bonsoir, ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur l'aménagement des nouveaux sites censés accueillir les patients du Covid-19. Vous vous en souvenez, au début du mois d'avril 2020, le gouvernement avait annoncé la réquisition des bâtiments et stades pour renforcer sa riposte contre la pandémie du Covid-19. 3 semaines plus tard, aucun nouveau site n'est prêt à Yaoundé pour accueillir les malades. Pourtant, le nombre de cas se multiplie. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs dans l'aménagement de ces infrastructures? Le ministre de la Santé publique s'exprime au cœur du journal de 20h. Nous évoquerons également le casse-tête lié à l'inhumation des corps dans la région de l'Ouest, au moment où de nombreuses familles peinent à être encadrées après que l'un des leurs est décédé des suites du Covid-19. Autorités administratives se mobilisent dans la région de l'Ouest pour tenter de surveiller l'arrivée de toutes les différents corps qui arrivent dans la région de l'Ouest afin de savoir si oui ou non il s'agit d'une personne décédée des suites du Covid-19. Et à Douala, une enquête signée Equinox Télévision s'intéresse à cette gestion catastrophique des corps à la suite du décès d'un patient atteint du Covid-19, gestion critiquée par les experts et les familles qui se plaignent d'être abandonnées à leur triste sort. Elle s'exprime dans le journal de 20h. Et nous irons en Côte d'Ivoire où la justice a condamné Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme, 4 milliards de francs CFA d'amende. Comment réagit l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre et candidat déclaré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Sédic Noufélé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera bien évidemment le temps du débrief. Tout de suite, le 20h, le plus attendu de la planète.